Bonjour Pierre, Bonjour Katia, comment ça va? ça va très bien et toi? Ça va, je te remercie et je te remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast. C'est un réel plaisir et un honneur de te recevoir. Plaisir partagé. Merci. Donc, c'est l'heure de la Minute Bio. Pierre, tu es originaire du sud de la France et francilien de... C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Tu es originaire du sud et francilien depuis 15 ans. Exactement, donc oui, j'ai grandi à Montpellier, fait mes études à Toulouse et je suis arrivé à Paris à la fin des années 2000. Et il faut croire que ça m'a plu parce que j'y suis resté. Ok, il y a de belles choses en région parisienne. Oui, en effet. Côté pro, Pierre, tu es ingénieur aéronautique spécialisé en data et logistique. Tu as été formé dans des écoles d'excellence comme ISAE et Polytech. Tu as été consultant, puis chef de projet informatique dans différents domaines d'activité comme l'énergie, la distribution et les services financiers. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, en effet, après avoir terminé mes études d'ingénieur à Toulouse, je suis venu à Paris. J'ai commencé par faire du conseil. Parmi les grandes familles du conseil en intégration de systèmes, qui faisait que je travaillais sur des grands projets informatiques pour tout type de clients. Ce qui m'a permis de construire une certaine expertise dans la réalisation de produits digitaux et de systèmes informatiques. Et après avoir fait cette période de conseil, je suis allé directement employé dans des entreprises, chez des clients finaux. Et il y a 4 ans de ça, j'ai décidé de quitter ce joli monde du salariat pour lancer LPU avec 2 très bons amis que j'ai connus sur les bancs de l'école à Toulouse, justement. D'accord, on va faire un petit focus tout à l'heure sur LPO. En tout cas, tu fais la bande-annonce parce que j'allais dire, aujourd'hui, tu es responsable, partenaire et bénéficiaire d'LPO. Et donc, tu as parlé des 2 copains d'école avec qui tu as créé. Donc, moi, j'ai retenu les noms, Marc Hyper et Yann Gassner. Oui, c'est exactement ça. Donc, deux très bons copains, donc des camarades d'école on se connaît depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Donc, c'est exactement ça aujourd'hui. Donc, je suis au sens large, on va dire, responsable produit chez LPU, ce qui m'amène à effectuer une bonne partie de la gestion des relations avec nos bénéficiaires, avec nos partenaires, entre autres. Mais si on devait vulgariser, en gros, je suis un petit peu responsable d'être l'architecte de ce qu'on propose chez LPU pour répondre au mieux aux besoins à la fois de nos bénéficiaires et de nos clients en lien avec le sujet de l'aidance. Donc. D'accord, merci Pierre. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour compléter ta bio? Comme ça, non, je ne saurais pas trop quoi dire, si ce n'est que c'est peut-être un petit message comme ça en passant, mais c'est vrai que même après 15 ans, avoir travaillé en tant que salarié, avoir une carrière finalement assez sûre et classique, en fait, il n'y a pas d'âge pour se lancer. C'est pas parce qu'on n'a pas été entrepreneur dès la fin de ses études, voire même avant, qu'on peut pas se lancer à un moment donné et prendre beaucoup de plaisir à faire ça, quoi. Ah, je confirme. Merci Pierre. On le disait en intro, Pierre, avec Marc et Yann, vous avez créé LPO. D'ailleurs, je fais un petit focus. On dit LPO ou LPO? Alors, LPO, donc E-L-P-Y-O-O, se prononce LPU. LPO, oui. Voilà, donc c'est vrai qu'on aime bien le dire en rigolant, mais c'est vrai que quand 3 ingénieurs essaient de faire du marketing et de trouver un nom qui sera efficace, ça donne ce qu'on a fait, donc LPU. Blague à part, en fait, on s'est quand même pas mal attaché à ce nom et finalement on va le garder parce qu'on l'aime bien. D'accord. Mais ouais, ça se prononce LPU. LPU, ok, c'est assez original, c'est amusant, c'est original en tout cas. Donc avec Marc et Yann, vous avez créé cette plateforme pour soutenir les aidants, je le rappelle, et accompagner les entreprises. Et je reprends les termes de Marc que j'ai lus dans un de ses posts LinkedIn. Alors Marc, il dit « Je garde une image en tête, mon père seul face à l'aidance de mon grand-père, âgé de 93 ans, 50 km l'un de l'autre, des allers-retours en semaine, des appels médicaux glissés entre 2 réunions, des décisions urgentes prises seules, les week-ends qui n'en sont pas ou qui n'en sont plus, et surtout une charge mentale, physique, jamais partagée avec son employeur. »
Donc, pour moi, ça fait partie du why de Marc, hein. Ça peut expliquer sa motivation à créer Help You. Est-ce que tu confirmes? Oui, c'est exactement ça. Alors en fait, pour être parfaitement honnête, quand on a lancé Help You, on avait l'équipe parce que on était tous arrivés à un moment de nos carrières où on s'était dit ça serait super sympa de monter un truc tous ensemble, mais on n'avait pas le projet forcément initialement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on on en a discuté, on s'est réunis à plusieurs reprises en se disant ce qu'on voulait faire, ce qu'on ne voulait pas faire. Et parmi ce qui a émergé, il y avait plusieurs aspects, mais deux principaux qui étaient, on voulait qu'il y ait quand même un aspect un petit peu produit digital, parce que c'était les choses que, en particulier, Yann et moi savions faire, d'une part, et d'autre part, qu'il y ait de l'impact, en fait, parce qu'on n'avait pas quitté nos carrières un petit peu confortables juste pour faire quelque chose qui n'avait pas de sens. Donc, fort de ces constats, de ces hypothèses, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc on a commencé à réfléchir sur les différents projets qu'on pouvait monter pour qui respectaient ces deux contraintes, donc une brique digitale et un sujet qui a du sens. D'accord. Et effectivement, c'est Marc qui nous a fait remarquer l'impact qu'avait eu le fait d'être aidant sur son père, donc qu'il a pu constater. Et c'est là qu'on s'est dit, effectivement, on a creusé un peu le sujet, on a vu qu'il y en avait énormément, on a vu que c'était un sujet de société extrêmement, on va dire extrêmement important, qui touche beaucoup de gens, et pourtant dont on parlait il y a 4 ans de ça assez peu. Maintenant, c'est en train de changer, et tant mieux. Mais à l'époque, on en parlait assez peu. On s'est dit, mais voilà, en fait, c'est ça le sujet sur lequel on a envie de travailler tous ensemble. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Et pour le coup, en effet, aucun de nous trois n'avons été aidants jusque-là à titre personnel. Mais en fait, c'est peut-être aussi ce qui fait un peu de nos forces, parce que ça nous a permis d'attaquer le sujet de manière extrêmement humble, en se disant qu'on connaissait mal et donc qu'il fallait qu'on se renseigne. Et c'est ça qu'on a fait, en fait. C'est qu'on a commencé par des dizaines et des dizaines d'entretiens avec des aidants pour essayer un petit peu de comprendre comment est-ce qu'on pouvait adresser ce problème, tout simplement. Enfin, voilà, donc c'est ce qu'on sait faire, c'est s'interroger sur un problème et puis après proposer des solutions, voir si elles fonctionnent ou pas et recommencer, quoi. D'accord, donc si je devais récapituler, Help You est parti en tout cas d'une motivation personnelle forte de Marc, et ensuite de vous deux, Yann et toi, qui a apporté un peu l'expertise technique produit pour la solution, et vous avez complété. En tout cas, le sujet des aidants vous a suffisamment ému et intéressé pour que vous investiguiez davantage et proposiez, en tout cas, construisiez une solution autour. Et tu disais, vous avez rencontré plusieurs aidants. C'est dans quel cadre? Enfin, comment vous avez fait pour approcher ces aidants? Est-ce que ça a été facile pour eux? Ou pour vous de recueillir leur vécu, leurs expériences? Ouais, en fait, finalement, c'est un sujet qui touche tellement de monde, même si on ne s'en rend pas compte, qu'en fait, il y en a beaucoup. Et donc, tout simplement, en interrogeant ses proches, ses connaissances, on finit rapidement par en trouver, par tomber sur des gens qui sont dans la situation ou qui l'ont été. Et c'est des gens, après, certains qui sont concernés ou qui n'ont pas forcément envie d'en parler, n'en parlent pas. Mais il y a quand même une grande majorité des personnes à qui on a demandé, mais est-ce que vous seriez prêt à nous raconter un petit peu ce que vous avez vécu pendant une demi-heure? Puis en fait, parfois, ça dure 1h15, 1h30, et on reçoit un petit SMS, merci de m'avoir écouté, alors qu'en fait, c'était nous qui étions demandeurs. Donc, non, ça n'a pas été un sujet, disons, de trouver des gens qui ont accepté de nous raconter, qui ont accepté de nous en parler. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens et que ces gens-là, au moins une partie d'entre eux, en tout cas, ont envie ou besoin d'en parler. Et donc, ça tombait bien pour nous, quoi. D'accord. Et pour ceux qui nous écoutent actuellement, qui ne connaissent pas, qui découvrent Help You, où et comment on trouve Help You? Comment on accède à Help You? Alors, c'est extrêmement simple, une fois qu'on a l'orthographe, évidemment. Je rappelle, E-L-P-Y-O-O. Donc, E de Evelyne, P de Patrick, c'est ça? Il manque le L. Ah non, E de Evelyne, L de Lionel, P de Pierre, Y de Yann,
Eau de Olivier, eau de Olivier. Ouais, Ok. donc là, c'est extrêmement simple en fait. Donc, une des choses qu'on fait chez Help You, c'est qu'on édite une application qui est disponible sur les stores et qui est accessible gratuitement et qui le sera toujours pour les aidants en fait. Donc, il suffit de télécharger l'application Help You sur son smartphone et ensuite on peut s'inscrire. C'est totalement gratuit pour les bénéficiaires. D'accord, merci Pierre. Je Mm. rappelle à celles et ceux qui nous écoutent, toutes les informations sur LPU, notamment le lien d'accès, seront disponibles dans le descriptif de l'épisode. Et pour terminer cette séquence, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous partager un ou deux vécus d'aidants qui t'ont marqué? Alors, ça va être super difficile de faire le tri parce qu'il y en a eu beaucoup. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup d'histoires, toutes très souvent très chargées en émotions. Des vécus, alors un vécu d'aidant, il y en a qui sont, qui sont en fait extrêmement positifs. En fait, je pense tout particulièrement souvent, parce que c'est vrai que les danses, ça couvre quand même un spectre de situations Ouais, qui est extrêmement large. tout à fait. Souvent, quand on en parle par défaut, on s'imagine quelqu'un qui commence à s'occuper de ses parents, qui vieillissent, donc qui doit avoir entre 40 et 60 ans et qui s'occupe d'un parent qui arrive à peu près à 80 ans et Ouais, qui ouais, commence c'est à être en situation de perte perte d'autonomie d'autonomie, due oui. à l'âge. Mais ça représente à peu près la moitié de la population des aidants. Et après, il y a une grosse partie de ces gens-là qui sont souvent des mamans, des femmes qui prennent soin d'un ou plusieurs enfants en situation de handicap. Euh, et c'est vrai que ce sont parfois ces histoires-là qui sont les plus touchantes. Et moi, je vais surtout m'attacher à celles que je trouve assez positives. C'est finalement une fois que cette barrière des soins, de toutes les choses qu'il faut faire pour prendre soin de son enfant, une fois qu'on sait qu'il y a des choses qu'il pourra faire et des choses qu'il ne pourra jamais faire et que ça a été accepté. C'est vrai qu'il y a de très belles histoires encore une fois, de mamans très souvent qui nous expliquent, voilà, en fait, mon enfant, il n'est pas handicapé ou malade, il est un peu différent. Ouais. Et en fait, voilà, ces échanges-là, souvent, ils sont chargés en émotions, mais d'émotions super positives. C'est aussi pour ça qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui, parce Ouais. que c'est ce qui nous fait avancer, quoi. Merci Pierre. Je vais rebondir parce que tu as dit que les danses couvrent un large spectre. Effectivement, on peut être aidant de son enfant, de son parent, de son conjoint. Et la première fois, pour ceux qui ne le savent pas, moi je rappelle, parce que la première fois que moi je t'ai vu, c'était à une conférence de Make Sense, tous aidants, tous aimants. Et j'ai été particulièrement touchée parce qu'il y a une dame dans l'assistance qui accompagnait un proche malade d'Alzheimer, si je me souviens bien, c'était ça, qui est un proche souffrant d'Alzheimer et qui était complètement démuni. Et tu as pris la parole, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais tu lui as proposé, tu lui as parlé d'une ou deux associations qu'elle pouvait contacter et tu lui as proposé un échange par la suite. Moi, j'ai été très marquée, en tout cas, parce que moi, je suis maman aidante, parent d'enfants en situation de handicap. Et c'est vrai que là, de voir quelqu'un d'autre qui est dans une situation d'aidance, mais différente de ma situation, et de voir une personne en face qui lui propose tout de suite un nom, deux noms, et dit, écoutez, on va prendre 5 minutes pour échanger. Donc, moi, j'ai retenu LPU à partir de ce jour-là. Je me permets de rappeler cette petite anecdote. Oui, je m'en rappelle. En fait, c'est une des choses qu'on essaie de faire, chez LPU. En fait, c'est justement d'essayer de donner des clés pour essayer de dénouer des situations qui sont parfois compliquées. En fait, il y a une chose qu'on a remarqué chez LPU, c'est qu'en fait, il y a énormément de gens aujourd'hui qui, soit par engagement associatif, soit parce que c'est leur métier, soit pour tout un tas d'autres raisons, qui sont là justement et qui vont venir offrir du soutien aux aidants, quels qu'ils soient, du soutien psychologique, de l'assistance type assistance sociale, de l'aide à essayer de naviguer un petit peu les différents dispositifs qu'on peut activer. En fait, il y a
énormément d'initiatives portées par des gens, des hommes et des femmes qui font ça extrêmement bien, mais dans lesquelles c'est hyper facile de se perdre. Et effectivement, moi, ce que je pense, une grande partie de la valeur, mais il y en a d'autres, mais une grande partie de la valeur de ce que nous, on propose chez Help You pour nos bénéficiaires, c'est d'essayer de donner 2-3 pistes justement sur voilà, je suis aidant de mon parent qui a 85 ans dans le Lot, vers qui est-ce qu'il faut que je me tourne, il est en train de vieillir, il est un peu isolé, comment est-ce que je fais? Et c'est ce genre, nous, de service qu'on propose, à essayer de dire, tu devrais plutôt te rapprocher de cette plateforme de répit, ou bien il y a cette association qu'on sait qui est extrêmement dynamique. Voilà, une partie des choses qu'on propose, nous, à nos bénéficiaires, c'est ça, c'est d'essayer de trouver des solutions, de trouver des interlocuteurs qui vont aider à débloquer des situations. D'accord, merci. On reviendra aussi en détail sur les solutions d'Helpio. Et là, on va parler de l'impact de l'aidance précisément sur les carrières, parce qu'on sait que ça peut affecter, ralentir les carrières, ça peut affecter les revenus, parce que si une personne aidante, voilà, elle renonce à son emploi, donc forcément, ça impacte les revenus, donc impact et aidance. Ok, donc oui, le sujet de l'aidance sur la vie professionnelle, donc qui va impacter à la fois le salarié ou le travailleur, on va dire, et son employeur, c'est un aspect qui est extrêmement important. Si on regarde sur la partie sur le salarié, disons, imaginons un travailleur salarié ou une travailleuse salariée, en fait, une des choses qui est extrêmement importante, c'est que le fait d'avoir une activité professionnelle, ça... déjà financièrement, c'est important parce qu'effectivement, le salaire, c'est ce qui permet à la plupart des gens de vivre aujourd'hui. Mais pas que, en particulier pour les aidants. C'est-à-dire que le fait d'aller travailler, d'avoir des collègues, d'avoir une vie sociale un petit peu, entre guillemets, normale avec des gens qu'on côtoie tous les jours, c'est extrêmement important en fait. Nous, on a vu beaucoup de gens qui parfois, on a échangé avec des aidants qui parfois, petit à petit, par envie de vouloir prendre soin de leurs proches, finissent par s'enfermer un petit peu dans ce rôle-là et finalement, petit à petit, à se couper du reste du monde en se donnant un petit peu trop dans cette relation avec leurs proches qui a besoin de soins. C'est pas ça, mais du coup, qui se coupe un petit peu de toute cette vie sociale-là. Donc, il y a une forme d'isolement social. Voilà, c'est ça. Et en fait, nous, ça, c'est vraiment une des choses qu'on dit à chaque fois qu'on a en entretien un aidant qui nous dit là, c'est compliqué, je vais devoir arrêter de travailler. Encore une fois, donc, nous, on ne peut pas dire ce que chaque personne doit faire. Chaque situation est unique. Et on ne peut pas prendre les décisions à la place d'eux. Mais quand même, ce qu'on fait, c'est qu'on recommande vraiment de rester dans l'emploi, donc quitte à aménager son emploi si c'est possible. Encore une fois, toutes les situations sont uniques, donc c'est difficile de tirer des grandes règles, mais de se dire est-ce que c'est un passage à temps partiel, est-ce que c'est une organisation du travail un peu différente avec du télétravail depuis chez votre proche, voilà, mais vraiment essayer de trouver une solution pour plusieurs raisons, parce que finalement, le fait de continuer à travailler au-delà de l'aspect financier, ça permet de conserver une forme de lien social qui est extrêmement importante pour pas finalement s'enfermer dans la relation et puis au bout de quelques mois, quelques années, finir par, passez-moi l'expression, mais péter les plombs. Donc c'est hyper important de ce point de vue-là. Deuxièmement, parce que on a beaucoup d'aidants qui nous disent c'est difficile de conserver son emploi en même temps qu'on est aidant. Et en fait, nous, on a travaillé avec France Travail. Et c'est encore plus dur, en fait, de trouver un travail quand on est aidant. Donc, pour ceux qui ont la chance d'avoir un emploi et qui sont aidants, vraiment, essayer de le conserver, c'est extrêmement important, quitte, encore une fois, à avoir des aménagements. Bon, si c'est impossible, évidemment, parce qu'on a trop besoin de s'occuper de son proche, il faut le faire. Mais il faut garder en tête que conserver une activité professionnelle, c'est pas que la partie financière, c'est le lien social et le fait de tout simplement conserver son emploi, parce que l'aidance, ça dure, mais ça reste temporaire. C'est du temps long, mais ça reste temporaire. C'est un passage dans une vie. Et c'est un passage dans toutes les vies, en fait, parce que tout le monde sera concerné un jour ou l'autre. Tout à fait. Et donc, il faut vraiment... et je sais que c'est difficile et que c'est difficile à entendre. C'est facile pour moi de le dire. Mais vraiment, essayer de rester dans l'emploi, c'est hyper important, ouais.
D'accord. Ouais. Alors, moi, il y a deux choses que je vais relever dans ce que tu dis, parce que ménager, garder son emploi, je partage cet avis, Mm. hein, parce que c'est important d'avoir une bulle d'oxygène, parce que l'aidant peut quand même avoir ce côté un peu stressant, un peu anxiogène, un peu angoissant. Et je pense que de garder son emploi, c'est déjà sa bulle d'oxygène à soi. C'est aussi une autre forme de valorisation ou de réalisation, d'accomplissement de soi-même. Mais aménager son temps de travail, à moins d'être entrepreneur, Oui, en effet. donc là, je pense qu'on touche le nœud du problème, parce que justement, je voudrais te partager ces chiffres-là, hein, que j'ai retrouvés sur le site du ministère des Solidarités, dans le baromètre 2025 de Malakoff et l'Observatoire des salariés aidants. Donc, alors, les chiffres clés que j'ai retrouvés, c'est qu'il y a 11 millions d'aidants en France, dont un salarié sur 5, et 44% des aidants qui sont en situation 44% des aidants qui sont en situation d'épuisement professionnel. Et parmi ces 11 millions, 25% seulement informent leur employeur. Ouais. Donc, je pense que le nœud du problème, il est là. Et effectivement, il y a un vrai paradoxe par rapport à ça, c'est que en fait, il y a à peu près, c'est ça, ouais, un aidant sur 4 qui en parle au travail, qui accepte d'en parler au travail. Et alors, je ne sais plus de quel baromètre c'est issu, mais je crois que c'est 98% qui aimeraient que leur employeur fasse quelque chose pour eux. D'accord. Et donc, c'est quand même super paradoxal parce qu'on va dire qu'il y a la totalité des aidants qui souhaiteraient que leur employeur fasse quelque chose, mais seulement un sur 4 qui en parle. Alors, il faut comprendre déjà pourquoi souvent on n'en parle pas au travail quand on est concerné. Il y a plusieurs raisons. C'est que c'est un sujet très intime. Parfois, on n'a pas envie tout simplement d'étaler sa vie personnelle au travail, ce qui peut complètement se comprendre. Il y a parfois un autre aspect, c'est la peur de la discrimination, parce que on se dit, si je reconnais auprès de mon manager ou de la direction des ressources humaines que moi j'ai une charge mentale de dingue, parce que je dois prendre soin de ma maman, de ma femme ou autre, est-ce que je vais pas être mis au placard ou dans le pire des cas poussé vers la sortie? Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce changement de société, il commence à être compris par les entreprises. Le fait que l'aidance, c'est un vrai sujet. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les études de chercheurs en sciences sociales, dont entre autres Nathalie Chuisseau, qui disent, en fait, prendre soin de ses salariés aidants, c'est rentable. Je le dis super froidement. Il n'est pas question de faire preuve d'humanisme quand on prend soin de ses salariés aidants, c'est que ça rapporte de l'argent. Donc, je veux dire très très froidement, les entreprises qui sont des acteurs économiques qui cherchent à gagner de l'argent, ont rapidement compris que prendre soin de leurs salariés aidants, c'était important. En tout cas, pour celles qui ont fait l'exercice d'y réfléchir. Donc, moi, ce que je dirais, c'est si jamais vous vous rendez compte que votre employeur il a mis des choses en place pour les aidants, c'est qu'il a compris que c'était rentable pour lui, et donc il ne faut pas hésiter à en parler. Donc, faut prendre ce que les employeurs vous donnent s'ils ont dit qu'on allait aider les aidants dans votre entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, il y a ce premier paradoxe, donc de se dire, les aidants n'en parlent pas au travail. Après, la difficulté, c'est comment on fait? Parce que souvent, quand on a un proche en situation de dépendance, si on avait une baguette magique, ce serait de le soigner. Ça, malheureusement, on n'a pas de baguette magique aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc souvent, ce que l'employeur va pouvoir faire, ça va être essentiellement de l'aménagement du temps de travail. En fait, ce qui est demandé par les aidants, souvent, c'est de la flexibilité. Ça va être un peu de temps, mais finalement, nous, quand on discute avec des aidants qui sont salariés, ça va plutôt être... moi, j'aimerais que ce ne soit pas un sujet si dans la demi-heure, quand j'ai un coup de fil, parce que je dois amener mon gamin chez un spécialiste, parce que là, il fait une crise, quelle qu'elle soit, ce soit OK, en fait, que ça puisse marcher. Alors, tous les postes ne s'y prêtent pas, évidemment, quand on travaille. De la même manière qu'on ne peut pas télétravailler quand on est ouvrier sur une chaîne d'assemblage. Voilà, tous les postes ne s'y prêtent pas, mais en gros, ce que les employeurs qui ont compris font, c'est qu'ils essaient de donner de la flexibilité. Voilà, ça peut aussi être un temps partiel qui est aménagé parce que
Il y a la possibilité, par exemple, s'il y a des soins, de les regrouper sur une demi-journée dans la semaine, et auquel cas, ça c'est dans le meilleur des cas, ça s'organise et ça se fait très bien, et on peut utiliser les dispositifs de congé aidant, quel qu'il soit, le congé de proche aidant, le congé de présence parentale, par exemple. Donc ça peut marcher. Mais en gros, là, si je devais passer un message aux employeurs, c'est si vous voulez prendre soin de vos salariés aidants, donc il faut leur donner du temps, si possible, de la flexibilité, ça c'est effectivement aussi très important, et de la flexibilité ou du temps, où si on leur donne ces espèces, ce ne sont pas des avantages, ce sont des compensations par rapport à leur situation, mais quand on donne une compensation à une partie de ses employés, ce qu'il faut, c'est que ce soit clair, et que ce soit, nous, ça c'est notre position chez LPO, et c'est ce qu'on recommande à nos clients, c'est de se dire, il y a une compensation qui va arriver et qui peut être perçue comme une rupture d'équité par une partie des autres salariés. Des collaborateurs, oui. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire, mais en fait, clarifiez. Dites les choses exactement comme elles sont, quels sont les critères. Déjà, ça va décharger les managers qui souvent se retrouvent en première ligne en fait, pour gérer les situations d'aidance. C'est-à-dire que parfois, ils se rendent compte qu'il y a un problème dans leur équipe qui est dû au fait qu'il y a une personne qui doit prendre soin d'un proche. Et qu'essaye, avec ses moyens, de trouver la meilleure organisation qui va permettre d'eux gérer ces cas-là, mais qui peut être mal perçu par les collègues, qui n'est pas clair, et c'est lui qui prend toute la responsabilité, lui ou elle, le ou la manager, qui se retrouve dans la situation de devoir faire ses arbitrages sans forcément de consignes. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, clarifiez, en tant que département des ressources humaines, vous clarifiez quels sont les critères qui font qu'on va considérer que la personne a accès aux dispositifs qui sont réservés aux aidants. Et ensuite, en fait, le manager, il est délivré en fait, de cette responsabilité qui est d'arbitrer un petit peu en fonction de son éthique, de ses valeurs, et de se retrouver parfois en situation difficile vis-à-vis de l'ensemble de son équipe. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est, certes, ça va sûrement faire des trucs. Il y a toujours des effets de frontière. En fait, quand on est juste du mauvais côté de la frontière pour pouvoir profiter du dispositif, ça peut générer des petites frustrations. Mais en fait, le fait de clarifier ce que c'est chez nous un aidant et ce à quoi il a droit et pourquoi, et d'expliquer pourquoi, en fait, c'est beaucoup mieux. C'est une transparence qui est bénéfique vraiment pour tout le monde. Et en fait, une fois que c'est clarifié, on se dit, OK, il n'y a pas de sujet, c'est ça la règle, on la comprend. Et d'autant plus que, pareil, si on est dans une entreprise où on prend soin des aidants, moi, si j'étais dans ce genre d'entreprise, je saurais que le jour où ça va me tomber dessus, parce que ça va me tomber dessus, voilà, il y a des dispositifs, en tout cas, pour m'aider, pour m'accompagner, pour me soulager. C'est exactement ça. Merci Pierre. Alors, dans ce que tu as dit, je retiens un mot-clé, donc la communication, la transparence. Je retiens la flexibilisation du travail, parce que c'est vraiment le cœur du sujet. LPO, je le rappelle, accompagne également les entreprises. Donc, la question que j'ai envie de poser, c'est, tu as dit embaucher des aidants ou garder des aidants parce que vous allez gagner de l'argent. Moi, je suis directrice financière, mais ma question, c'est, qui m'a fait tilter en t'écoutant, c'est, je suis directrice financière, comment, j'ai un employé ou une employée, il faut aménager son temps du travail, il faut réorganiser le travail des collaborateurs. Comment est-ce que tout ça va me faire gagner de l'argent? Comment je vais rester productif avec tout ça? Oui, bien sûr. En fait, il y a plusieurs choses qui vont contribuer à ça. Déjà, et nous, c'est comme ça finalement qu'on arrive à vendre le business case à nos clients, parce que c'est ça, en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais LPO, donc c'est gratuit pour les bénéficiaires, tout le monde peut s'inscrire. Oui. Notre modèle économique repose sur le fait qu'on va vendre nos services aux entreprises, justement. D'accord. Et en fait, nous, notre argument commercial, il se base sur un seul indicateur qui est l'attrition, le turnover, les départs non désirés. Parce qu'en fait, parmi les aidants, il y a des salariés qui sont performants et qu'on a envie de garder. Et en fait, ça, pour le coup, c'est assez connu dans les entreprises et en particulier dans les départements des ressources humaines, combien ça coûte une personne qui nous quitte, un salarié qui nous quitte alors qu'on aurait voulu le garder. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit le business case là-dessus exclusivement en leur disant, vous savez combien ça vous coûte un salarié qui s'en va, nous, on va vous aider à en retenir tant parce qu'on a étudié la démographie de votre entreprise et on sait combien vous avez d'aidants, combien vous en avez qui sont en situation critique et combien on estime là-dessus qu'il y en a qui sont à risque de démissionner et qu'on va venir épauler tout spécifiquement. Donc, juste avec ça, en fait, le retour sur investissement, il est déjà positif. Et à côté de ça, vous avez
tout un tas d'autres composantes positives qui arrivent au fait de prendre soin des salariés aidants. Je vais passer très rapidement sur le fait qu'on peut en parler dans son rapport RSE à la fin de l'année, voilà, ou faire de la communication dessus. Malgré tout, ça a de la valeur pour les entreprises, donc autant qu'elles en profitent. Mais un autre aspect aussi qui est hyper important cette fois sur le long terme, c'est à quel point le fait de s'être senti accompagné au moment où on était aidant est un marqueur de fidélisation fort. C'est-à-dire que même 5 ou 10 ans après, un salarié que vous avez bien accompagné à un moment de sa vie, et encore une fois, le fait d'être aidant, ça reste temporaire dans une carrière, ça peut être long, mais c'est temporaire. Je peux vous dire que c'est des gens qui sont extrêmement engagés. En fait, c'est un marqueur très très fort, c'est-à-dire que si vous faites quelque chose, il y a une reconnaissance puissante qui s'installe vis-à-vis de votre employeur. Et à l'inverse, si vous laissez seul, vous pouvez avoir un rejet assez puissant de j'étais dans une situation compliquée, ils n'ont rien fait pour moi. Et souvent, ces gens-là, moi je sais que j'ai discuté aussi avec des gens qui sont retrouvés dans la situation où l'employeur n'avait pas fait les choses qu'il aurait pu faire pour simplement filer un coup de main en fait à leur employé. Mais ça, c'est un marqueur extrêmement fort. Il n'y en a aucun qui m'a dit je n'ai pas été accompagné comme je l'aurais voulu et qui travaille encore pour eux. Donc en fait, c'est un marqueur extrêmement fort de fidélisation. C'est-à-dire que moi, j'étais salarié. Voilà, parfois j'avais à l'arbre de Noël de la boîte un chéquier avec 100 € pour aller m'acheter des BD ou autre. C'était sympa sur le moment, mais c'est pas ça qui me fait garder un souvenir impérissable de mes employeurs précédents. Bien, Et donc le fait de s'attacher à faire quelque chose pour les salariés sur un sujet qui est aussi important pour eux, c'est un marqueur de fidélisation extrêmement puissant et qui, pareil, celui-là qui est difficile en fait à chiffrer aujourd'hui, parce que finalement, malheureusement, souvent dans les entreprises, à la fin on regarde quand on a tout additionné combien d'euros ça fait. Celui-là est difficile à chiffrer, mais pour le coup, il est... à titre personnel, moi je pense que c'est vraiment celui qui est le plus important en termes de résultats sur le long terme pour les entreprises qui prennent soin de leurs salariés aidants. Et un facteur d'engagement aussi, non? Parce que je pense qu'un aidant ou une aidante va être plus attaché, plus productif sur son travail parce que voilà, c'est quand même ça. J'ai pas envie de dire sa bouée de secours, mais c'est... Il y a de ça, il y a aussi du fait que, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné non plus, mais c'est que et ça, pareil, il commence à y avoir un petit peu de littérature scientifique qui est produite sur le sujet. Mais les aidants, ils développent des compétences, donc des soft skills, qui sont extrêmement précieux pour les employeurs. Alors, on va évacuer le fait qu'il y en a certains qui développent des compétences dans le soin, parce que tout simplement, ils prennent soin de leurs proches, donc ils sont capables. Mais tous les aidants n'ont pas envie de devenir aide-soignant ou infirmier ou autre. Donc, certains peut-être le souhaitent et le deviendront. Mais ils développent également des capacités d'adaptation, de réaction, de prise de décision. C'est assez dément. Je veux dire, quand... et d'ingéniosité même des fois, quand il s'agit de faire des aménagements, d'organiser un planning, etc. Ouais. C'est ça, de réagir sous pression en essayant de se dire comment je vais gérer. L'infirmière n'est pas passée ce matin, comment est-ce qu'il faut faire avec maman? Bon, mais j'appelle la voisine, je vais gérer, est-ce que tu peux rester une demi-heure le temps que moi je vienne? Il faut juste que je termine ça, que je m'absente du travail, je reviens, je préviens mon manager. Enfin, c'est des gens qui ont des capacités d'adaptation qui, derrière, en gestion de sujets du même type sur le plan professionnel, du coup, sont super précieux. Moi, j'ai travaillé assez longtemps dans des services informatiques. Mais typiquement, ces capacités qu'ils développent, c'est exactement ce qu'il faut dans une cellule de crise quand il y a un problème informatique un peu majeur, que ce soit une cyberattaque ou un événement, un incident un petit peu grave, un problème sur un data center et qu'il faut basculer sur l'autre. Je veux dire, c'est exactement ça. Il faut éteindre l'incendie, il faut gérer, en fait. Il faut gérer sous pression. Et ça, typiquement, quelqu'un qui l'a fait pendant 5 ans parce qu'il
parce qu'il s'est occupé d'un parent qui était encore à domicile, mais en fait, il a déjà une batterie de compétences qu'il peut réutiliser dans ce contexte-là. D'accord, ok. Très bien, je te remercie. Et donc, on a parlé du fait que LPO accompagne les entreprises. Est-ce que tu peux nous citer des entreprises ou des cas concrets ou que vous avez rencontré des salariés qui se sont déclarés aidants et vous avez accompagné les entreprises. Dans les entreprises, qui est-ce que vous accompagnez exactement? Les responsables des ressources humaines, RSE? Comment se passe l'accompagnement avec les entreprises? En fait, ça va dépendre du niveau de maturité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, dans ce qu'on vend aux entreprises, vraiment, ce qui va faire la différence, c'est comme je disais, le niveau de maturité sur le sujet de l'aidance. Notre premier client, le tout premier client qu'on a signé, c'est La Poste. Et ce qu'il faut savoir, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est que La Poste s'est emparée du sujet il y a plus de 15 ans sur l'aidance et qu'ils ont mis en place des choses, qu'ils ont établi un statut d'aidant, qui délivre un certificat d'aidant sur la base de pièces justificatives, qui ouvre droit à un certain nombre de dispositifs. Donc, une entreprise qui, du fait de cet engagement depuis longtemps, est en avance par rapport au reste des grandes entreprises, on va dire, en France. Donc là-dessus, on n'est pas allé en disant il faudrait que vous fassiez de la sensibilisation. Ils sont déjà super loin sur le sujet, donc c'est pas ça qu'on leur propose. Là, c'était vraiment, on a déployé la version étendue d'LPU à destination des entreprises, justement pour les accompagner sur un sujet qui était plutôt l'accès à une communauté d'aidants, parce que c'est ça qu'on a mis en place pour La Poste. Là maintenant, c'est la 2e année qu'on travaille avec Forvis Mazars, donc il y a un cabinet d'audit qui était relativement mature, en fait, un petit peu en avance par rapport, on va dire, à la moyenne des grandes entreprises françaises. Je confirme. Ouais, tout simplement parce qu'ils avaient déjà conscience qu'il y avait un sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, quand on démarche des entreprises, parfois certains nous disent moi, j'ai pas d'aidants chez moi, tout simplement parce qu'ils ne le savent pas. Ouais. On leur dit, mais vous savez qu'il y en a 20% des salariés qui sont aidants. Ils disent, non, pas chez moi. Enfin bon, il y a des gens qui sont même pas dans la prise de conscience. Et là, on leur dit, écoutez, vous savez quoi? Ce qu'on peut faire, c'est on va juste faire un sondage pour regarder s'il n'y a vraiment pas d'aidants chez vous. Donc voilà, ça va dépendre. Donc ça, c'est un des services aussi qu'on propose, qui est de se dire, prenez la température. Est-ce que c'est un sujet ou pas? Vous avez l'air de penser que non. Discutons-en, quoi. Ouais. Et voilà, et du coup, entre les deux, on peut mettre à disposition notre application avec du support humain pour les cas les plus difficiles, en fait, où justement là, cette fois, l'idée c'est que on contractualise avec une entreprise, on leur dit on met à disposition de vos salariés une version étendue d'LPU, et en fait derrière donc les salariés installent l'LPU et l'utilisent. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie en fait parmi les salariés de cette entreprise qui ont installé LPU, ceux qui sont aidants et ceux qui sont dans une situation critique, en fait. Et c'est eux qu'on va aller voir, c'est sur eux qu'on va mettre le gros de nos efforts pour se dire attention, on a identifié que cette personne-là est dans une situation difficile, et c'est eux qu'on va vraiment inciter à se révéler, non pas parce qu'on a envie qu'ils se révèlent à leur employeur, mais à se révéler pour utiliser les dispositifs qui sont mis à leur disposition. Parce qu'en fait, et c'est comme ça, comme je le disais tout à l'heure, le business case, c'est de dire, écoutez, on a réussi à identifier, on n'est pas obligé d'en identifier beaucoup, peut-être 15, peut-être 20 salariés aidants qui sont vraiment en détresse, et c'est sur eux qu'on va mettre l'accent pour éviter qu'ils démissionnent alors que vous n'avez pas envie qu'ils démissionnent. Et là-dessus, donc on leur propose des solutions. Par rapport à ce que tu me décris de ta situation aujourd'hui, je pense que, regarde, les soins de ton fils, ils peuvent être planifiés et tout, donc essaie de caler les 2 rendez-vous médicaux hebdomadaires le mercredi après-midi. Tu fais une demande de congé de présence parentale pour passer à temps partiel et avoir tes mercredis après-midi. Tu peux demander une petite allocation qui va venir un peu compenser la perte de salaire. Voilà, on essaie de trouver des solutions de ce type-là, de se dire oui, là, tu as vraiment besoin de souffler. Il y a cette association à côté de chez toi qui organise des groupes de parole avec que des papas et des mamans aidantes comme toi. Donc, franchement, tu devrais leur passer un coup de fil. Voilà, vraiment essayer de prendre soin de cette population-là qui est vraiment en détresse pour réussiir à leur dire il faut qu'on stabilise la situation, que tu restes dans l'emploi, parce que ça, je vais le redire, mais c'est important de rester dans l'emploi. Et c'est ce qui, in fine, nous permet, toujours en garantissant 100%
l'anonymat des salariés qui ne veulent pas sortir de l'anonymat, de se dire, nous, on va voir l'employeur, on lui dit, voilà, cette année, il y a 9 personnes qui allaient quitter les effectifs alors que vous n'aviez pas forcément envie. On a fait ce qu'il fallait pour qu'ils restent. Et puis tout le reste, tout le rapport RSE, la fidélisation, tous les aidants qui ne sont pas en situation critique, finalement, ils ont eu accès à nos services également. Enfin voilà, on arrive finalement à avoir des relations gagnant-gagnant-gagnant, les aidants, l'entreprise et LPU. C'est ça qu'on fait en fait. Très intéressant, merci Pierre. C'était Aidants et Carrière, parlons-en, un podcast à vocation utile. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, parlez-en dans votre entreprise. Partagez-le sur les réseaux sociaux, mettez des étoiles et surtout, laissez-moi un avis. Aidants et Carrière, parlons-en est un podcast créé et produit par Katia Awona, montage et mixage par Amir. À bientôt pour un nouvel épisode, à bientôt pour une nouvelle rencontre.